personnalité qui compte parmi les sinologues les plus éminents aujourd'hui. C'est assez intimidant d'ailleurs d'être assis entre deux, j'avoue. Alors, dans l'ordre d'intervention, je vais vous présenter d'abord le professeur Barend Terhar, un professeur qui a étudié le monde chinois à Leiden, mais aussi en Chine, au Japon, qui a passé donc un doctorat en 1990 consacré au lotus blanc, je crois, et qui ensuite a enseigné dans bien des endroits, Heidelberg, Leiden à nouveau, et puis Oxford. Il est aujourd'hui professeur d'études chinoises à l'université de Hambourg et aussi professeur invité à l'université de Sichuan en Chine. Ses travaux, en tout cas ses travaux récents, portent sur le concept de violence dans la Chine antique. Mais professeur Terhar considère que, s'il ne me dément pas, que la connaissance et l'étude du patrimoine civilisationnel, culturel, constitue une grille de lecture tout à fait pertinente pour appréhender les problématiques contemporaines, en particulier ce qui touche aux manifestations de la politique, de la violence dans le champ politique. Alors, les publications du professeur Terhar sont très nombreuses. J'en ai sélectionné une qui, à mon sens, correspond parfaitement à la thématique du jour, qui en plus est assez récente, puisque l'ouvrage est paru en 2019. C'est donc Religious Culture and Violence in Traditional China, qui est au cœur du sujet. À ma gauche, donc, le professeur John Lagerwey. J'avoue une certaine émotion à présenter le professeur John Lagerwey, puisque il y a bien longtemps de cela, grâce à l'un de ses livres, j'ai imaginé qu'il était possible peut-être de comprendre un jour le taoïsme. Et bien des années plus tard, j'ai eu l'honneur de le compter dans mon jury de thèse, une thèse précisément consacrée au taoïsme. Donc voilà, j'ai eu beaucoup dans mon parcours. Alors, John Lagerwey a passé un doctorat à l'université de Harvard, puis il a été chercheur à la prestigieuse école française d'Extrême-Orient, avant de devenir directeur d'études à l'école pratique des hautes études, et puis professeur à l'université chinoise de Hong Kong. Professeur Lagerwey compte une production scientifique remarquable en termes de travaux ethnographiques en chinois. Il doit une quarantaine d'ouvrages publiés sous sa direction, plus une dizaine d'ouvrages collectifs en anglais et en français sur l'histoire des religions chinoises. Professeur Lagerwey est à la fois un historien des religions chinoises, mais aussi un anthropologue des religions chinoises. Parmi ces nombreuses publications, j'en ai choisi une au regard du thème de ce jour, qui est paru en 2010 et qui s'intitule China, a Religious State. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Okay, let's start now. Professor Terhar, we're very happy to welcome you here in Paris, and we thank you warmly for having made the trip to meet with us, despite the vagaries of travel, and for taking part into this event, which marks the publication of Emmanuel's book. I know how much he would have liked to be there and to discuss with you, so we send him our warmest thoughts, and now we're listening to you with great interest. Okay, I will stand and walk. I need the micro, I can shout. Can everybody hear me, or you need it for your camera? Okay. No, it's very confusing. No, it's okay. Okay, it works? Okay, good. I'm unused to having two things in my hand when I talk. Okay, is this working? Then it works, good. Okay, so I've been working on this topic. So first, my apologies. First, yeah, I moved my hands, sorry. But I'll speak loudly. You will be able to understand me, but they may not be able to record it. So I can speak French, but it has been more than 10 years, in fact, at the Habilitation Saint-Costa, that I was in France, and since then I have not spoken French, but more other languages, amongst which is German. I'm a Brexit refugee, that's why I left Oxford, basically Brexit, as I call it. So I'm in German, and in German, in fact, it's a bit confusing then to have to switch to French as well. So, but if you want to ask your questions in French, it's not a big problem if you do not speak too fast. So I've been working on this topic. It never became my main topic of
of research, that's why I call it sensitive, because a lot of my colleagues, and by colleagues I mean basically China scholars, don't like my theme. My theme, topic of violence, and my thesis that whatever violence is, big problem, is very fundamental to most cultures. I mean, also French, Dutch, and so on, but certainly also to China. There is a lot of these stereotypes about China, traditional China, that I have to fight with. It's only after 9/11, but then after 9/11, what my colleagues in America wanted to hear is that China also had a jihad, or what do you call it? Now I don't even know the English word anymore. Kruistochten. Do you know it? Come on. The Christians in the medieval period when they went to Jerusalem. Come on. Crusades. Crusades, thank you. See, it's very confusing. All these characters you get totally mixed up. So, yeah, they wanted to hear that China had crusades as well. When I did not write about that, that was also a problem. So it's only even more recently that violence and religion, not necessarily in the Girardian way, but that became a more accepted topic. There's now journals on the topic and so on. But it still is a problem. How do I define it? And it's only very recently that I realized that violence doesn't exist. It's what we want to call violence. It's true of many things, but with violence, it's very difficult to realize that what you think or we think, Chinese Zame, right? When we think is violence, is not necessarily what the other thinks is violence, or what I used to think is violence when I was young. I still hit my children, not very much, but on their hands. Now it's actually prohibited by law. And please don't denounce me with the police. But they're grown up, and I have confessed that it was wrong. But you see the point, right? That what is violence, what we call violence, changes over time. It's very much the same way you deal with Chinese culture. I will not read it. I mean, you can read it, I will talk around it, and then together you will get a kind of idea of what I'm interested in. So what we tend to do, what every culture tends to do, is they will have a word for, at least the cultures I know, have a word for violence, which is basically the use of various forms of force, physical or psychological, or both, usually at the same time, which is disapproved of. It's a pejorative term. It's something you disapprove of. So if you agree with that particular form of violence, let's say execution, hitting your wife, very common in China, like with us, and in China, not formally illegal, but factually not a problem whatsoever. You cannot get the law applied. So if you go to court, it has happened recently, as a woman, and you say, my husband is beating me, and really beating me up, then the mostly male court will say, sorry, it's normal. They're allowed to do that, right? So, and then it's not called violence. That's the point, right? Pau, or Pauli. So, yeah, my violence is not violence, your violence is violence. It's the same terrorism. If you think it through, you can think of many examples in our own political, social, educational surroundings as well. So this is just an example from a very, in scholarly world, famous inscription by the so-called first emperor of China, who is often described as cruel, despotic, and so on. He put this on a mountain. Of course, nobody saw it at the time. Theoretically, they could, but of course, nobody had the spare time to go and climb the mountain and see it. But still, yeah, it is preserved, and it was intended as a public statement. And he is saying that all his predecessors were violent, and he was not. And he uses lots of terms, but he makes a distinction. Good violence, pow. Yeah, or cruel or killing, and then martial violence, which is good. But of course, it's the same killing. Yeah, so, okay, and I'm not a pacifist, that's not the point of my talk. I just want to distinguish, right? So the same thing is called differently depending on, if you want the context, upon your intention. So it's not absolute. Then, what I would call violence, like, sorry, beheading people, or I was beheading you, stabbing them, or that kind of thing. And it's imagined in very concrete ways that you can get from this summary. I've left a lot of things out, but summary of a exorcism that was supposedly carried out, and it really doesn't matter if it's real or not. People at the time believed it to be real. This is one of the very famous, although rather mysterious, hard, badly documented heavenly masters. So think Pope, if you want, but it's easier to explain it that way. The big shot
in what we today, since the 19th century, call Taoist traditions. If you read it through what I'll talk, you'll see it's really violent. But it's not called violence. Yeah? It's called execution. Execution is good. Yeah? Execution is good. Yeah, I mean, I think, especially in France, as I learned in school, one should be able to understand it. So the master kills, that's okay, he executes. That's legitimate violence, right? It's not conceived as violence. He beheads, and this is imagined in very concrete ways. It's usually this, even though there are demons and nobody sees it happening, yeah, it's described. The blood spurts out, it's split up, and so on. This is not symbolic, it's not imagined as far as they are concerned, it's totally real. And once it is written down or told, yeah, in oral form, and people hear it, they will believe it. Because, yeah, like with us, nobody's really there. It's not really different from reading about Auschwitz. Yeah, nobody here has been there, luckily. Yeah, but we believe it. And in fact, we believe it's true. And I think it probably was true. Yeah, in this case, it's on the same level. It's not Auschwitz. But it is, in terms of believing that it happened, it's on the same level. And this kind of violence in traditions that we today, but maybe Professor Lightway disagrees, but that would be fun. But it's a modern term, right? So things that we in the West call Taoists, the Chinese would label things slightly differently. They use prophylactic, preventive, and exorcist violence a lot. And it turns up in amulets and so on and so forth. But I only have half an hour and I've already wasted quite a little bit of time. In Buddhism, even less expected. Okay, Taoism, they're crazy. Sorry, again. But the Buddhists, this is where my colleagues, my Buddhologists, I deal a lot with Buddhologists, more than Taoologists. This is where they get really, excusez-le-mot. This is Dutch, by the way, but excusez-le-mot. They get pissed. Yeah, because a lot of people who study Buddhism, and mostly Americans, in fact, it's a big topic in America, not so much in Europe, they are also believers. Now, I'm sure here are believers of Christianity, so if I would say certain things about Christianity, I would also get in trouble. It's the same with Buddhism. Now, one of the big, amazing, and from a literary narrative perspective, wonderful additions to Chinese culture is this stuff. Not just karma, dharma, and so on, but hell. The Protestant hell. I'm from a Protestant, ex-Protestant, I should say, tradition. It's not as concrete. Our ideas about hell are basically bad consciousness, right? I carry my hell with me, still today, even though I left the church when I was 20-something. But in the Catholic way. Yeah? You really burn in hell. And it's, think Dante. Yeah, think Dante, read Dante, I would say, but you have all read it, so think Dante. And so this is what it looks like. And there's a lot of images of it until today. When I did my little bit of fieldwork, I cannot remotely compare to you, Tom, but when I did my little bit of fieldwork, because I was interested, do Chinese understand ritual and do they care? No, they don't, but that's another topic. They just do it. Yeah, it's like my Jesuit colleague in Leuven, Standaard, he's Flemish. I asked him, why do you burn incense in the Catholic Church? And he couldn't explain it either. And this is a Jesuit, come on. And they know everything. So, Underworld, a very, very bloody place. And I'm not giving you the real details because I have students who faint when they hear them. They are afraid of blood. But it's adjudication, it's probably the same in French, but pronounced differently. It involves torture. Torture in China, until today, is normal. It's not a problem because if the person is guilty by definition, otherwise he or she would not have been arrested. Therefore, the only thing you have to do is make him or her confess, because without confession, you cannot prosecute, you cannot sentence. In fact, legal cultures that have confession tend to have torture. Legal cultures that do not need torture. They need evidence, right? So it's different. Educate punishment. And the punishment, because it has to be, it's stories, right? You're not in hell with them. It's stories. You have to be very explicit. And violence is a very explicit, easy to understand language. You don't have to be an intellectual to understand what violence is. You feel it. And you can feel it sort of by sympathy with the person about whom you hear. That sympathy, empathy is very important here. Blood bond hell, I put it in for the very few women. That's interesting. So if the topic of violence apparently does not inspire women to attend such a lecture, that's an interesting gender aspect, I would say.
Blood on hell is where the women end up. They bleed too much. Every month, obviously, when they give birth, I've been there 3 times, and you may have heard of it. These women, although they can't help it, they end up in blood pond hell because blood is transgressive, it's taboo breaking, and therefore it is dangerous. It's too magical, if you want, because blood also serves to make things effective, like in sacrifice, put blood on amulets and so on. So too much blood is dangerous, so they end up in this blood pond. Literally, they end up in a big cauldron filled with blood, and then their filial sons, hopefully they have sons, and then hopefully they are filial. It's not a given. Yeah, it requires the socialization of these guys. But they will pay for rituals by mostly, not exclusively, mostly Buddhist priests. And the Buddhist priests earn a lot of money, which they need to stay single and have monasteries. But for the present, what is important is that both in Taoism, but especially, I would say, in Buddhism, and also in real life, in legal practice, this serves dehumanification. Basically means once you are declared to be a demon, you don't need to be dead. You can do the system, Taoist priest, Buddhist priest, and so can do with you what you want. We have Confucianism. I put it in because there are still people who think that Confucianism is a nice tradition. It's not. It's very masculine to begin with, but it's also very violent. In fact, Confucius himself, you can check me, or you can ask someone to check it for you. This is one of a number of, it's not one, it's one of a number of quotations in which Confucius is very explicit that blood vengeance is not just allowed, it's a requirement. There are many Confuciuses, of course, depending on who is reading, who's talking. But if you go to the earliest sources on Confucius, you will find he's not just in favor of bow and arrow. I mean, he's from the 5th century BCE. Every elite member would shoot with bow and arrow. He could, or he thinks that elites, a very small group, right, aristocrats, the owner of this building once upon a time, that they should be able to charioteer, to sit in a chariot. It's probably not as comfortable as you imagine it, not like a silky, so to speak. It's much more uncomfortable, not so stable and so on. No, he was also pro-revenge. Now, the later Neo-Confucians, you could say they forget about it. That's the one thing they never write about, or puha means they don't like to talk about. But he is very much in favor. Revenge. And think Sicily, if you want to imagine it. Think Albany, think Yugoslavia in the earlier period. Blood revenge is a requirement. But that's not the Confucius we like to talk about, so the people who use him to philosophize studiously avoid this aspect. Treatment of women, well, I think everybody here will have heard about bound feet. It's not like the corset. Is corset English? Otherwise it's probably corset. Same word. But it's much more serious. I mean, it really involves breaking the foot a number of times to make the front part of the foot go under, and it looks really horrible. And it is actually excruciatingly painful. It is, as far as I'm concerned, a form of violence. It's never ever called violence until the late 19th century, partly influence of Christian Western discourse. Actually, one of the more positive contributions of Christianity to China, I would think. It's never called violence, and even today, hitting your wife, or not wife, girlfriend, or prostitute, or whatever, corporal punishment of children, not a problem at all. I had a Hong Kong student, but he grew up in Canton, a few years ago, and his father was famous because he got 3 of his 4 children into Peking University, which indeed is sort of an accomplishment. It's not as good as my own accomplishments, but it's still pretty good. 3 of them. That's a very, very big thing in the Chinese imagination of education. And he hit them, and he is very public about it, that he hit them. For him, the fact that counts is he got his children into Peking University, and if it requires hitting them regularly to make them work, that's fine. So this is not something ancient that is now gone. It's still very socially approved. The increase of socially approved female suicide because you have to demonstrate that you were not raped. The only way, if you are raped, what we would call, I think Me Too and so on and so forth, I think it's a debate here too now, finally, the only way you can prove that you were raped and not wanted to be is by actually
trying to commit suicide. It's the only form of resistance that is believed. That sucks, right? That sucks. But it happened a lot. Yeah, and there's other contexts in which female suicide increases in the past 5-6 centuries. So violence, never called violence. I will leave the other one out. I have no idea. No, it's okay. Then a topic, this leads to my modern part, because I'm always interested in showing or arguing that what we find in the Chinese past, anything really, has a continuation into the present. Of course it changes. But I do not believe that in 1949 China was new and would have been able, it's just not humanly possible. There's always continuation. Yeah, but we ignore it, or rather my colleagues ignore it, because they have changed their discipline. Instead of reading carefully what happens in China or looking at it, they become sociologists, they look at paper, at normative constructed worlds, and they have ignored all of these continuations only now. Since the 1950s, they've ignored it only now. There are a few scholars, Steve Smith, for instance, in Oxford, well, he was in Oxford anyhow, who are looking at these continuations, and not in the terms of like fossils or remnants, which I think is what you did, if I may. Also important, but you can correct me later. But not just remains, right? Not old stuff that's still there. No, how in the modern culture, well, let's call it, not modern sounds as if it's better than before, right? Contemporary culture, living culture of China, things still are there. Right? And I think that connects to the book as well. This is an example, because here I can be very concrete. Not today, you can read my stuff, send me an email and I'll send it to you. We know quite a lot about something that's called, we call divine justice. Which is basically that you do a lawsuit or you take an oath in front of a certain type of deity, usually heaven and earth, for instance. That's how it ends up in the triads, Chinese triads, city god, the Guan Yu, the deity that I have studied, and so on. It has to be authoritative. In fact, until now, I've only found male deity. But that obviously, it's not so strange, of course. I mean, justice in China generally is justice, quotation marks. It's a male thing. But you take an oath that if you are not speaking the truth, if you really did that certain bad thing, like stealing something or not returning something and so on, you will be punished with 10,000 swords or knives, 1 Dao. You will be broken up like the saucer that you throw on the ground and falls into pieces. You will bleed, and so on. Always violent imprecations that include a violent punishment. And in fact, there are descriptions that this happens. Obviously, otherwise, if it never happens, this punishment, then you could continue lying. People were really scared of this procedure. This procedure was very real to them, not symbolic. It really happened, where they thought it might happen. They started. The descriptions by Westerners, for instance, in the 19th century, described that people start to tremble because they're really scared. So this kind of thing you don't find in China. So the real thing. It happened in local temples outside. They were very similar to trials, but the regular trial in China does not require taking an oath, unlike ours, right? It does not require taking an oath unless it's a colonial system and they are imitating Christian legal traditions, but otherwise not an oath. Then you just use torture. In the Chinese case, because in a civil conflict in front of a deity, you can't just start torturing people, so you have this oath that is required. But it involves the same kind of threat with violence that actually is involved in this worldly secular, right? A secular trial, because there you will have torture, even or beating up in order to get a confession. Because once you end up in court, the assumption is you're guilty, not innocent, guilty. And therefore torture is allowed. Okay, then Underworld I will leave out because I want to move to this. So one of the claims I've made, which has been until largely ignored, people seriously don't want to hear about it. And not because I'm right, I'm sure I'm wrong in some aspects, but I think there are too many similarities. That one of the arguments I've made already before 9/11 is that in 1949, it's just not humanly possible that the semantics, the grammar of Chinese culture would have changed immediately. Now, one part of the semantics and grammar of Chinese culture is the use of violence in various ways. For instance, as a threat,
yeah, or in secular justice as a reality, torture. But it also involves processions in front of either the city god or, more importantly, the emperor of the Eastern Marchbank, that's Taishan in the Shantou province, where you would wear a, and now I've again forgotten the word, wooden board. Kind of, but does that help people here? Anyhow, wooden board with 3 holes, 1 for your neck, 2 for your arm, hands. You would walk around like that, for instance, or with chains. That's very explicit since the 11th century as part of these processions, which happens on Taiwan still today. I have never seen it, but I've read about it. He mentions it too, but other people have also mentioned it. So I'm arguing that, on the one hand, the threat of divine punishment, violent divine punishment, if you commit moral or real moral sins, that's it. I don't really think there's a difference between moral sins and other forms, but we tend to distinguish between moral, yeah, which is sort of invisible, or just stealing. Yeah, but of course, in the mind of Chinese at the time, a moral sin, not being filial, not being loyal, would be on the same level as stealing, not returning a loan, and so on. And they are not really different. And you would be punished. And this structure, and I've done this in an article in a more detailed way than I could do here in a few minutes, but I argue that the speaking, I have lost the P there. I had intended to correct my PowerPoint when I arrived in Paris, but I arrived in Paris 7 hours later than planned, so then I was really too tired. Speaking better than Suku, a very important part of the land reforms of the early 1950s, and the scenario of these land reform meetings in which it was essential and explicit to use violence to force the landowners to confess. And the landowners were those selected by local people as most likely young cadre who didn't know what they were doing, self-confessed, yeah, later. So they were not necessarily very big landowners. They were landowners that people disliked, or they were a little bit less poor than the others, because a lot of regions in China did not have landlords. And even the landlords, when you compare them to northern Dutch Groningen, farmers are really small fry most of the time. It's quite hard to find really big landowners. So they found a victim, and then through the enactment of violence against these victims, and at the end of the sort of process, they would, litigation, and they would be beaten to death. Yeah, somewhere outside of the village, on a crossroad preferably, because then their demon couldn't get back because he would be lost, mostly he. But the scenario of these suku, of these meetings of speaking bitterness in order to get rid of landlords, we're talking hundreds of thousands of dead. We're not talking about exceptions, we are talking about something that had to happen by prescription, or a quota. Like today, if there is a campaign against something, there will be a quota. Every place, every county, city has to deliver guilty people. Whether there is not, it's not relevant, you have to find them. Yeah? Same at the time, so these early 1950s scenarios are very similar to the scenarios of divine justice, and in the same way, and well, we are all a little bit older here, sorry, some exceptions, but I see a lot of gray hair, so you may have heard about the Cultural Revolution. If my contact with China started in 1974, cutting out newspaper articles or journal articles from Time and Newsweek, because I got interested in China, I decided it rather early. And then what were the pictures? Bodies floating down Pearl River to Hong Kong, because what we knew about the Cultural Revolution was largely determined by what ended up as people living or dead in Hong Kong. And so then I got to read, and one of the things very characteristic of campaigns in China, not now anymore, but at the time, was processions. And in these processions, you would wear maozi, and a number of other things which really enact the symbols, the images of these traditional processions. And in the 1960s, that would have been meaningful, because a lot of people would still have memories of those things. Today, it would no longer work. You don't see it anymore. But at the time, these traditional enactments would still have been lingering in the people of 40, 50, 60 year old, is my take.
the tradition of demonization in general. Yeah. So the idea that once you have been declared a criminal, you lose your rights. I would trace back to this traditional form of demonization. The tradition of false accusation is a very big thing in China, that you use a false accusation, and you make a trial start, but it can also be the kind of divine justice accusation. Of course, later it's declared to be false. It's like rumors. It's news, and later you declare it's just a rumor. But it works in the same way as news. Rumors are just news that you declare to be wrong. But these accusations are an instrument to fight local battles. Think of witchcraft accusations. I'm writing about it now. I have written about it until recently. So false accusations is a big tradition. It's one of the instruments of the weak that you can use to fight your opponents. And it works, because the one who's first usually wins. And then, of course, because Mao's China was a very weak state, there's all of these local means of conflict solution, or fighting out conflicts that still work, that are very traditional, I'm claiming. And so on, and so on. And this is not out of weakness, there is just too much to say, I will stop here. Okay, thank you very much, Professor, for this very enlightening presentation. Before I ask my own questions, maybe Professor Legoni would like to say something. I suddenly realized I didn't say you are now the director of the Ricci Institute. Do you want to say something? I can give you the floor. No? Je dirais simplement que avec 99% de ce que Parrain vient de dire, je serais d'accord. Et 9%? 1%, il faudrait que je réfléchisse pour aller trouver la peine. Mais non, tu as décrit des choses que je connais aussi évidemment de l'intérieur, notamment la tradition de l'exorcisme sur laquelle j'ai écrit. Et donc, de ce point de vue-là, tu viens de décrire par exemple ces maltes, ces chapeaux qu'on portait. Ben, moi, j'ai entendu de la bouche de personnes qui portaient ces maltes de maîtres taoïstes pendant la révolution culturelle. Donc, je confirme que c'est quelque chose. Et là, effectivement, on peut appliquer la notion de bouc émissaire. Ce que tu as dit de quota aussi, ça, je l'ai rencontré dans beaucoup de villages et ils m'ont raconté que oui, voilà, il n'y avait pas justement de grands propriétaires terriens, mais il y avait un quota et donc il fallait bien trouver des gens que l'on pouvait accuser et puis exécuter. Voilà. Et donc il y a par bien des égards tous ces aspects-là qui, on pourrait dire, sembleraient confirmer la notion du bouc émissaire comme étant tout à fait au cœur de la société chinoise. Oui, j'en ai entendu des témoignages vivants. Voilà. Merci beaucoup. I have two questions. I don't know if I have to speak French or English. English, okay. D'accord. Vous pouvez continuer en français, mais il y a des fois que je ne comprends pas. Okay, let's try in English. So I have two questions. In your presentation, you define violence and different ways to think, to express it. There are, for instance, positive terms like martial virtue or execution, and negative terms, illicit violence, cruelty. But you did not say anything about brutality. Is it because brutality is only a modality of violence, or because these two notions are situated at different levels, scales? But generally speaking, we often say that violence can also be creative, while brutality is rather repressive. And finally, when one of the authors of the Guanzi says, 强者非不能报，弱者不敢惹，为法助 in English it means the strongest cannot but brutalize or violate the weakest. If he doesn't dare to do so,
it is just because he's afraid of legal punishment. Is he talking about violence or brutality? I mean, according to you, according to interpretation, could it be interesting to distinguish these two notions in order to weigh more finally the human action and behavior? Or do you think it is just a question which is irrelevant? I'm sure it's relevant. It's difficult, and that's why I made this mischievous comment in between. Because you are using the terms violence and brutality, of course, according to your definitions. Let's call them French, or you are in France, you are French, right? I might have different definitions. And then the first question is, what will be the Chinese terms in a certain period? You mentioned earlier, texts we call philosophical, political, philosophical, right? From the 2nd century BC or partly a bit older. That might be different from later. So you get into all kinds of issues here. But yes, there is a Chinese term that we could translate as violent, as brutal. Nue. Yeah, nue would be brutal, and since they have two words, right? Bao, that I translate as violence. And nue, which I would also could translate as brutal or cruel, I've translated in the quotation into cruel. And that may not be the best translation. Maybe brutal is better. So if they make distinctions, then they are relevant, right? In their minds, at least, even if to us, whether someone is brutal or just. Yeah? So each time you use these Western words, and with English, French, Dutch might still be different as well, you would have to define to some extent where your point of view is, because what I'm doing at the end of the day is imposing my value system on my sources, right? Because I use violence in two ways. I use it as my own word, kind of to ask questions, to play. It's still a play. To play with, to kind of open up insight, or the way into insight. Then there's Chinese words. So I use violence always at least in two meanings. One is my own, one is, which hopefully is explicit, but not necessary. But let's say the concept of violence as academics see it. Yeah, that would be, and that's why I don't need to specify, because I tend to write mostly for academics. I'm not a good writer, so I write for academics and people like Donovan Spence, and there are others who write for real people like you. But that means that I know whom I'm talking to, right? And we're very few Republicans in my field, so we tend to agree. Sorry, that joke. We tend to agree. Yeah, well, never mind. But of course, if I talk to my lay audience, I would have to specify already, because they might think death punishment is fine, whereas I don't, and so on and so forth. But then in the Chinese discourse, the same thing happens. And what I really want is to open up our eyes to the nuances of the Chinese discourse, that the Chinese discourse does the same like our discourse. It defines away things, or redefines. The quotation, I like the quotation from the first emperor or his advisors, I don't know. But so much because we are so accustomed, it works rhetorically very well, because we are so accustomed until, I mean, most of us, in thinking that the first emperor must have been cruel, violent, despotic. We associate despotism with violence, right? Or violent behavior. And then showing that he also had his notions and that he sort of inverts it from our perspective. Helps you to understand that it's just a matter of perspective. But yes, brutal would work very well. They have a word for it, nue, I think. Although it's used much less than bao. Okay. But it means that there is apparently there in the ears and eyes of in the minds of the male writers that we use, a sense that these are two different things, or two different aspects of maybe, for our perspective, same behavior. I don't know if that helps. But. Thank you. Do you know how many times in this book Emmanuel quotes you or refers to your work? I confess that French still takes more effort, and I tend to postpone it. I counted 19. That's not so much. Not so much. I quote myself much more. Your work is surely very important for him and more generally for us too. Very important for anyone who is interested in China studies and
in the study of the phenomenon of violence in human culture. But among these 19 references to your work, I selected a few which are related to a notion I would like to come back to, if you agree, which is the demological paradigm. You published an article in 1996 precisely titled China's Inner Demons, the Political Impact of the Demological Paradigm. Emmanuel has taken your path and to comment on current Chinese politics, and it deals with two facets of one topic, which are ecological civilization and Western pollution. And I read his own words that I translated into English. I'm sorry, my translation is less elegant than his text, but he says, by fighting against pollution coming from the West, Xi Jinping played the role of a sovereign exorcist who comes to purify the Chinese socio-political body of the stains imposed by its too intimate association with materialistic, immoral, seditious Western civilization. From this point of view, the COVID and the exclusion of foreigners due to the pandemic represent a tremendous opportunity to allow Chinese civilization to reconnect with its ontological purity, which makes it superior to the West. This objective was written into the party statutes in 2012 and into the constitution 6 years later. Ecological civilization corresponds both to China's own nature and to the objective of reconnecting with it by purifying itself of the contamination from the West, including geopolitical, social, political, economic, and ideological choices, which are all factors of pollution. Do you agree with it, and what do you think about of this approach? Okay, that's a very tough question to have to respond to orally, so I will certainly not do it in French. A lot of it I recognize. This idea of purity, it actually was a big thing in early 1960s campaigns, right, to talk about purity. We do it too. Just to be precise, we do it too. Yeah, especially our conservative movements have this tendency to exclude all kinds of influences, but not talk about others. I always make the joke that they still want to drink coffee, which is a pretty Arabic custom, and chocolate milk. Well, not the milk, but the chocolate, which is a pretty Maya custom, and tea, which is Chinese, or it's Sinitic custom, right? But never mind. So the Chinese case, so this notion of purity works because he does feel threatened by, he and his faction feel threatened by foreign influences, so connecting them with other things we don't like in this very general way works. I mean, there is a ascendancy of anti-foreignism. There is a ascendancy. I hear this from my own PhDs and Chinese acquaintances in Hamburg at the moment, that their environment, is, including their own parents, are full of blaming COVID on the West, which is rather weird. I mean, I don't believe conspiracy theories about COVID, but I think it's pretty well determined. It does come from China. Nothing special. We have exported many diseases in our past, and as China opens up, especially the black part, things happen, like in Africa and so on. I'm not very surprised by it. But then he turns it around, right? And so I can see that. The question is, I would have to look at it, not at his way of phrasing, but at his Chinese sources to check. How much, because I care very much, I try to care very much about the Chinese language part of that discourse. Because each time you translate into Western terms, and in such a general quotation, you make lots of generalizations that may not be as subtle, sophisticated in the Chinese, or may jump over nuances. But words of purity are very much part of his neo-Maoist discourse. It's neo because it's really not Maoist. There's no public campaigns. The campaigns don't run out of control, really. It's very different from the Maoist spirit, 1950s, 1960s. But he sort of draws on that discourse and to find his own political battles.
But then at the end of the day, we don't really know what he thinks. Or we really don't know what he thinks. We really don't know what the party or those people who determine everything, or seem to determine everything, think. So that makes it very hard to ascribe meaning to it, yeah, or intention, because we only have the end result. Yeah, so, and me being a sinologist, the only thing I ever learned in my student days, except drinking beer, was, I've stopped doing that now, but I did drink a lot at the time, which is good for doing field work, I should tell you. Yeah? In China you have to drink a lot. But seriously, the only thing I learned was to read Chinese. Yeah, a bit of speaking. I was lucky, I went to China when you could really learn, speak with Chinese people in the 1979. But otherwise, to read very, very, very carefully. And I had teachers in Matsu who were very precise, much more than me. I have a tendency to Takai-de-Ease, so the general idea. But like my Chinese colleagues, but very precise. They call it philology. I'm not sure that. Yeah, basically, it's reading very, very, very carefully. So I always want to go back and also read Chinese, modern Chinese, then very, very carefully to figure out how the discourse works. And then I am very hesitant with such big statements. Yeah, but in that particular article that you referred to, my own big statement, successively ignored by the experts, was to link this demonological, so you declare your enemy, your threat to be demons that you can find with armies of spirit soldiers who are former demons, and then getting confused about, from our perspective, or from the Chinese imperial perspective, getting confused about how real these demons are. Are they just demons, or are they actually armies of demonic, or are they perhaps barbarians, or are they the Qing, so the Manchu, if you want, imperial state? That confusion, because for them it's not symbolic, it's real, right? The demons are real. And then you have to fight them in violence, and then the state gets confused because they think that these violent preparations to fight demons are actually to fight the state. And then they come down on it, right? And the Heavenly Kingdom of Great Peace is an example of this happening. And that's why it's called demonological messianism, right? There's also other solutions like eating vegetarian and stopping to drink alcohol and so on and so on. There are other approaches, but this particular one gets confused for real rebellion and then gets repressed violently and then, of course, becomes violent. Real quotation marks violence, not in their perception, but in our. And I'm arguing that this tradition is old. It goes back to early Taoism, or what we call Taoism, right? Who knows earlier, but we don't have the evidence. It continues throughout Chinese history. It is expressed in the semi-Christian Heavenly Kingdom of Great Peace, and then, because that was the occasion of the article, in the Cultural Revolution. It's why I argued for the first time that the processions that you see in the Cultural Revolution, they are in fact very similar to demonological traditions in an earlier period. The way, the language, the colors they ascribe, the images they use are of the Maoist campaigns. At the time I was mostly interested in the Cultural Revolution, but I think it works for earlier campaigns as well. Takes up the symbolism which makes it easier to understand, because that's why you do use tradition. Use tradition because people already have it in their heads, knowingly or unknowingly, probably unknowingly. And then you play with it a little bit, you tinker with it, and then bang. Yeah. Avez-vous des questions? C'est le moment où jamais. En français si vous voulez, en anglais. Oui, madame. Hollandais. Je préfère en français, Okay. si possible. Juste pour faire deux commentaires à propos de ce que vous avez dit au début. Je pense que ce genre d'hypocrisie linguistique qui consiste à décrire comme violence la violence des autres et à donner un nom plus neutre à sa propre violence. Je pense que c'est courant à toute culture. La violence fait toujours partie du diabolos dans toutes les cultures. C'est d'ailleurs quelque chose qui nous est commun. Dans l'Occident chrétien, on n'appelait pas violence, mais on appelait assainissement. Les massacres collectifs de Vaudois dans les vallées des Alpes, grâce à la force du roi, mais avec le drapeau de la croisade. Donc tout ça est... Et puis je voudrais faire un autre commentaire à propos. Je viens de lire le livre de Jean Veil, La vague chinoise. Il montre que
et c'est d'ailleurs ce que montre Emmanuel aussi dans son ouvrage, il y a des guerres occidentales tout le temps, tandis que la Chine est un pays entièrement pacifique. Il faut dire aussi que lorsqu'il y a des nations, il y a des guerres entre les nations. Lorsqu'il y a un empire, il y a des guerres intérieures. C'est-à-dire que la Chine fait la guerre au Tibet et la Russie fait la guerre à l'Ukraine. Et ces guerres-là sont toutes aussi terribles. Mais en plus, il y a le fait que l'empire a les moyens de faire silence sur ces guerres, d'empêcher qu'on en parle, tandis que les nations sont démocratiques et elles sont transparentes. Donc, je veux dire, la balance n'est pas égale. La balance au niveau du discours. Oui, certainement. Alors, j'essaierai en français. Je suis tout d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je peux ajouter qu'un exemple d'une guerre qui n'est pas appelée une guerre, mais une rébellion, c'est la rébellion, soi-disant, du Empire céleste, Empire Taiping Tengwo, sous l'Empire céleste de la Grand-Père, qui a coûté au moins 20 millions, et dans l'estimation des historiens chinois, pas moi, 70 millions. Pire que chaque guerre chinoise. Mais c'est pas c'est arrivé. Et il y a l'expansion coloniale. Alors la Chine, comme la Russie, peut-être ou l'Amérique, États-Unis, c'est un exemple d'un empire qui est devenu ou en train de devenir un pays. C'est-à-dire un pays en nation, avec une langue commune, une langue commune et tout ça. Alors c'est là la différence aussi. Et la France était aussi un empire. Alors moi, ma famille maternelle, ce sont des Huguenots, et ils sont de Savonnin, et Pierson et tout ça. Ils sont de provenance du Provence. En effet, ils étaient probablement, avant de devenir des protestants calvinistes, ils étaient probablement des Waldensiens. Les Vaudois. Les Vaudois. Alors là, c'est exactement ça. Tous les 50 ans. Et partie de famille s'en est allée, c'est devenu des Huguenots, et l'autre partie est redevenue catholique. Vous avez des massacres terribles. Oui. Oui, et je ne veux jamais dire, je dis toujours à mes étudiants que la Chine est comme nous. Pas fondamentalement différent. C'est notre... maintenant c'est trop difficile. Understanding. Compréhension. Bien sûr. Compréhension qui est le problème. Mais c'est la même chose chez les Chinois, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'on a une université. Grâce aux démocraties, et c'est une différence très importante, c'est possible pour les gens qui ont d'éducation, qui ont de formation, d'en parler. Mais c'est très très petit groupe. Et peut-être même pas tous les gens ici qui ont la volonté, parce que discuter des choses comme ça, c'est toujours se douter. Et se douter, ça coûte de l'énergie. On n'a pas toujours d'énergie pour le faire, moi non plus. Et je vois des choses assez bêtes, Star Trek, etc. Je les vois parce que je suis fatigué. Et alors, on n'a pas toujours l'énergie de s'en douter. Mais l'éducation, c'est avoir du temps libre qui nous permet d'avoir des discours comme ça. Et en Chine, il y en a aussi des gens qui le peuvent et qui le font, mais c'est interdit de le faire en public. Alors, j'adore Taïwan. Parce que Taïwan est même plus libre que nous. Parce qu'il n'y a pas d'église, alors église d'État, comme ici, ou même en Hollande, le protestantisme est en pouvoir. Même les non-calvinistes, ou les ex-calvinistes, pour moi, ils sont encore calvinistes, du point de vue moral. Mais Taïwan, pour moi, je m'en suis sûr que vous êtes d'accord là aussi, c'est plus démocratique presque maintenant que nous. Alors c'est tout à fait possible pour les Chinois, pour des Chinois, dans ce cas les Taïwanais sont aussi culturellement de Chinois, d'avoir ce discours. Et en Chine, les étudiants, il y a toujours des étudiants qui, quand ils sont ici, chez nous, ils peuvent en parler. Alors il y a d'espoir, mais pas en Chine, pas à ce moment-là, non. Alors, tout à fait d'accord.
Quelqu'un d'autre souhaite poser une question? Vous avez parlé donc du bouddhisme. Vous avez parlé du bouddhisme, ça me faisait penser à. C'est en Birmanie, il y a un fameux leader bouddhiste qui prônait les croisades contre les musulmans. Oui, et Sri Lanka, bien sûr. Voilà. Et les zen, quoi que c'est le zen, je ne sais pas, mais des gens qui s'appellent moines et appartiennent aux zen traditions en Japon, n'ont pas eu de grands problèmes avec la guerre mondiale ou le colonialisme, etc. Et il y en a aussi des bouddhistes en Japon. Soka Gakkai, par exemple, qui étaient assez bouddhiques, comme des témoins de Jéhovah, Jehovah's Witnesses, qui étaient vraiment pacifiques. Mais c'est un pacifisme qui est aussi un peu effrayant. Mais enfin, il y en a, et c'est vraiment possible pour des croyances bouddhiques ou des gens qui ont des croyances que nous appelons bouddhistes de devenir des pacifistes, et ce n'est pas normal du tout. Toutes les religions ne peuvent pas éviter les cultures de ces pays. De même qu'au Tibet, on pense Tibet, on pense paix, pacifisme, effectivement. Le frère du Dalai Lama, le frère aîné, était parti aux années 50 avec d'argent de CIA. Ce n'est pas un secret, c'est secret public. Il était parti de ça. Alors, et le bouddhisme tibétain n'est pas très sympathique pour moi parce que c'est très hiérarchique. Alors, hiérarchique. C'est à vous. Oui, merci beaucoup. John, on va vous passer la parole. Je vais peut-être me mettre debout aussi, et je pense que ma voix porte. On m'avait demandé de parler en anglais, je ne sais pas très bien pourquoi, puisqu'il me semble. Pour moi. Mais toi, tu comprends français, donc c'est pas un problème. Je dirais que nous partageons donc quelque chose que j'ignorais, à savoir avoir des ascendants maternels humains. Voilà. Et mon nom est hollandais, c'est mes grands-parents qui ont immigré aux États-Unis. Donc voilà, vous savez tout. Bon, alors je change de lunettes. Et on m'avait demandé il y a quelques semaines sur quoi j'allais parler. J'ai dit, j'ai pas encore reçu le livre, donc je ne peux pas savoir. Et donc, j'ai lu le livre, j'ai fini ce matin dans le métro, mais j'avais presque fini hier soir, et donc j'ai mis sur une feuille quelques éléments de réflexion à partir de ce livre. Alors, donc ça va être en vrac. La première chose, c'est qu'il s'emporte contre le mythe de la tolérance chinoise. Mythe, par exemple, qu'il estime qu'il n'y a pas de guerre religieuse en Chine. Il y a une très bon sommaire de ce point de vue qu'il attribue à la Perfit, à la page 133, si cela vous intéresse. Dès la page 11, il parle donc de ce mythe de la tolérance chinoise, et à la page 135, il évoque justement le rôle joué par les jésuites dans ce mythe de tolérance qui s'est répandu en grande partie grâce au siècle des Lumières et en particulier à Voltaire. Et il évoque justement le rôle de Voltaire à partir de la page 142. Et donc, je voudrais simplement dire que je souscris entièrement, j'ai écrit dans beaucoup de livres, notamment dans le livre que tu as mentionné, que tout dépend justement du fait que la religion, ce que nous appelons la religion, en Chine, donc on parle des trois enseignements, bouddhisme, confucianisme, taoïsme, ont toujours été sous la férule de l'État. Et moi, j'avoue que j'ai mis très très longtemps à admettre que, parce que on présuppose, on part vers un autre pays, une autre culture, avec les préjugés qui nous viennent de notre culture, et on est tellement habitué en Occident à penser qu'il y a deux institutions qui se font face,
et on a tous en mémoire l'histoire de Henri de l'Empire germanique au Moyen-Âge, qui était obligé d'aller marcher pieds nus dans la neige, n'est-ce pas, pour se faire réintégrer dans l'Église catholique. Donc les deux puissantes institutions, et on sent bien, lorsqu'on commence les études chinoises, que ça ne fonctionne pas en Chine, mais j'avoue que j'ai mis très très longtemps à admettre qu'il fallait simplement, et je reparlerai de ça, se rendre compte, et là c'est un point essentiel dans le livre aussi, que religion et politique sont logées sous la même enseigne en Chine, du fait que c'est l'empereur qui est donc le fils du ciel. Et moi, une de mes blagues préférées, c'est justement qu'il est tout à fait préférable du point de vue de la liberté humaine de voir un fils du ciel qui est parti et qui peut-être va revenir plus tard, mais pour l'instant il est parti et n'a que des représentants sur terre, tandis que le fils du ciel, il est bien présent encore aujourd'hui au moment où je vous parle. Donc, ce problème de la tolérance, évidemment, c'était le moyen qu'ont trouvé les jésuites pour infiltrer à Pékin, s'acheter les bonnes grâces de l'empereur. Et donc, bon, on sait aussi qu'après, ils ont perdu la guerre à l'intérieur de l'Église catholique à cause des franciscains et des dominicains qui, eux, n'étaient pas à Pékin, mais dans les villages, notamment dans le Fujian, où j'ai fait beaucoup de travail de terrain. Et là, ils ont constaté que ce que racontaient les jésuites à propos des ancêtres et le culte des ancêtres n'était pas tout à fait exact. Bon, donc, mais ces lettres édifiantes, donc, ils arrivent en Europe au moment où, justement, se développe une contestation de l'Église, notamment en France, avec le siècle des Lumières, et donc Voltaire s'en est saisi. Donc, ça vient d'être évoqué. Moi, j'ai fait mes études à Harvard entre 68 et 75. Et la vision jésuite, c'est exactement ce que j'ai appris à Harvard. Donc, pour moi, lorsque je suis venu fin 75 en France étudier le taoïsme avec deux professeurs à l'école pratique des études, c'était pour moi une révélation que de découvrir que ce que l'on racontait sur la Chine à Harvard était, je dirais, carrément fausse. Parce que, bon, donc, on va entrer plus dans le détail. Donc, c'est pourquoi j'ai écrit ce livre, China Religious State, qui a deux volets, un volet historique et un volet ethnographique. Et le premier volet a pour but de démontrer que c'est l'État qui est l'Église en Chine. Et la deuxième partie, c'est pour montrer, à partir d'enquêtes ethnographiques, que la société chinoise au niveau des villages est également un mini-État religieux. Voilà. Et donc, par quel que soit le biais par lequel on entre en Chine, que ce soit par le niveau de l'État, de l'élite, ou par le niveau des villages, on constate que cette Chine, qui était la république rêvée de Platon, d'après les lettres édifiantes, en réalité était, comme tu viens de le dire, comme nous, très religieux jusqu'au fond de l'os. Bon. Mais que ça prenait donc cette forme radicalement différente de tout ce que nous connaissons. Je ne sais pas si j'arriverai à en parler dans le détail, mais de là vient la guerre impitoyable que livrent les autorités chinoises aujourd'hui contre la notion de séparation des pouvoirs. Parce qu'ils n'ont jamais connu de séparation de pouvoir. Et donc, le retour à la bonne vieille tradition implique justement d'empêcher qu'il y ait séparation des pouvoirs. Donc, je suis assez d'accord aussi avec ce que dit M. Dubois-Lepris, que c'est bien la tradition judéo-chrétienne qui permet d'emblée d'envisager une séparation des pouvoirs.
Et il ne s'agit pas de parler juste de Jésus de Juif, mais déjà, vous connaissez sans doute l'histoire dans le livre de Samuel, comment les Israélites demandent d'avoir un roi comme les autres peuples, et puis Dieu lui dit à Samuel, faites ce qu'ils veulent, mais dites-leur d'abord qu'il va prendre vos enfants, vos garçons pour les mettre dans l'armée, il va lever l'impôt et il va mettre vos femmes, vos filles dans son harem. Voilà. Donc, la leçon a quand même fini par porter ses fruits, et je pense que cette application justement d'une loi universelle qui s'applique à toutes les créatures, c'est-à-dire cette opposition entre créateur et créature qui est fondamentale évidemment dans le judaïsme, un peu moins dans le christianisme, mais quand même fondamentale, a fait, en fin de compte, c'est la base de la notion d'une constitution qui permet la séparation de l'Église et de l'État. Donc c'est une différence fondamentale, effectivement, dans nos deux cultures. Et donc, quand on dit qu'il n'y a pas de guerre des religions en Chine, c'est évidemment faux, dès lors que tu comprends que c'est l'État qui est le maître de la violence. Voilà. Alors, je voudrais ici quand même émettre une petite critique ou un petit questionnement, je dirais plutôt, de ce qu'avance M. De Prisque sur certains aspects. On reviendra sur d'autres aspects après, mais il parle à la page 174 de l'ordre rituel, de l'ordre social et politique qui est créé par la déambulation de l'empereur à l'intérieur du Mingtang. Bon, il y a un très bon livre, moi j'ai édité 8 volumes sur les paradigm shifts, n'est-ce pas, dans l'histoire religieuse et culturelle de la Chine, tous parus chez Brill. Et dedans, il y a un excellent article par Jean Lévy, d'ailleurs que vous pouvez lire en français, parce que ça a été d'abord écrit en français et publié par les éditions du Cerf. Je ne me rappelle pas le nom du livre que je l'ai édité quand même. En tout cas, Jean Lévy décrit par le menu cette pratique du Mingtang. Et je pense que plutôt que de dire que c'est le Fils du ciel qui produit l'ordre, il faut monter en amont pour se rendre compte que ce qu'il est en train de faire, c'est de mimer l'ordre universel, l'ordre du Tao, l'ordre des saisons, parce que c'est ça, en fait, c'est une maison des saisons, et il doit circuler à l'intérieur de cette maison, cette hall des lumières, comme ça s'appelle, afin de se conformer au ciel. Et c'est comme ça qu'il montre qu'il est fils du ciel, qu'il a une légitimité en tant que fils du ciel, qu'il n'est pas le ciel, mais qu'il est le fils du ciel, puisqu'il mime, et ceci se développe, se déploie, à partir d'un très grand développement dans les siècles précédents, de l'étude du ciel et de ce que l'on appelle en chinois, donc non pas les constellations comme nous, mais les tianwen, c'est-à-dire les écritures célestes. Et donc on lit dans les écritures célestes, et donc à partir de cela on fait le calendrier. Ça a toujours été la fonction, n'est-ce pas, du Fils du ciel, de produire un calendrier. Bon voilà, donc on peut quand même questionner des fois ces affirmations sur pas mal de détails en fait dans son récit historique lorsqu'il se fait historique. Je voudrais revenir donc à la question donc, de l'empereur qui est également pape, pour ainsi dire, et pas donc le pape taoïste, parce qu'à la page 142, il m'a appris une chose, c'est que Voltaire dit la même chose. Il dit que l'empereur est pape. Bon, donc pour quelqu'un qui y voyait le monde, l'infâme qui voulait écraser, qu'il prônait donc un empereur qui était pape, c'est pareil. Étonnant. Évidemment, il avait la même parade, n'est-ce pas, pour justifier, parce que dans sa célèbre pièce de théâtre, L'orphelin de Zhao, cela, d'ailleurs, on parle à la page 145, qu'il fait porter dans son récit la faute de trouble, ce n'est pas le Fils du ciel, mais son mauvais empereur. Or, ça c'est depuis longtemps aussi qu'on fait la même chose en Chine. Il y a notamment le roman en vernaculaire de Shui Guzhuan,
qu'on traduit en Manor Brothers en anglais, et qui était le roman préféré de Mao, paraît-il. Eh ben, c'est exactement ce que font les rebelles, justement, et ils font porter la responsabilité non pas à Huizong, qui a perdu la Chine, aux envahisseurs, et qui s'est même fait prisonnier lui-même, comme Napoléon III, mais par les Liao. Il fait aussi porter la responsabilité donc, de cet échec fantastique qui est une scission dans l'histoire chinoise. On passe de la dynastie des Song à la dynastie des Song du Sud, et puis le Nord, comme pendant la moitié de l'histoire chinoise, est occupé par les barbares. Bon, donc voilà, c'est pas la faute du Fils du ciel, c'est la faute des mauvais ministres. Bon, pour revenir donc à la question de cette idée que l'État et l'Église, c'est la même institution, moi j'ai commencé mes publications en 81 avec un livre sur une encyclopédie qui datait de la fin du VIe siècle, et c'est une sorte d'encyclopédie taoïste, et il y a eu, avant la production de cette encyclopédie taoïste, vers 570 de notre ère, il y avait toutes sortes de mémoires qui arrivaient au trône, il y avait des débats entre les trois enseignements. Les taoïstes étaient toujours perdants parce que ce n'est pas des grands logiciens, contrairement aux bouddhistes, et les conscients de toute façon étaient installés à demeure, donc en fait leur position dans l'État n'était jamais en jeu. Et ben, il y avait justement quelqu'un qui proposait qu'on devait faire de l'État la grande Église. C'était un ancien moine bouddhiste, oui, le son. Bon. Bref. Alors, donc, c'est ça qu'il faut arriver à intégrer, que l'État et l'Église sont la même institution en Chine. Et vous pouvez le voir aujourd'hui par la manière dont fonctionne toute l'administration chinoise. Il y a ce qu'on appelle les basho, c'est-à-dire celui qui, on dit en chinois, c'est-à-dire au niveau local, sans parler du centre, celui qui a le dernier mot surtout, et le premier. Ce n'est pas le chef du gouvernement local, ce n'est pas le maire local, c'est le chef du Parti communiste. C'est lui le Yibasho, la première main. Donc. Et évidemment, ça se développe beaucoup sous Xi Jinping, dans les comités d'entreprise, etc., etc. Et donc, on a là exactement, non pas une séparation des pouvoirs, mais l'illustration par toute la structuration de la Chine contemporaine du fait que le Vatican chinois décrète le dogme courant, il le fait inscrire avec chaque fils du ciel qui se succède dans la Constitution, toujours 3-4 mots, qui représentent leur pensée, c'est inscrit dans la Constitution, donne leur légitimité, leur mandat céleste, et tout le monde doit ensuite écouter et étudier les livres, les textes qui illustrent ces principes. Moi, j'étais sur le terrain dans les années 90, je travaillais avec un type vraiment formidable, Yang Jie de l'Académie des sciences sociales, et il devait rentrer tous les jeudis pour revenir sur le terrain le dimanche suivant pour aller faire des études du Sangha-dai, parce qu'à l'époque c'était Jiang Zemin et ces trois représentants. Three represents, ça se traduit en anglais, on ne peut pas le traduire. Bon, bref, donc pattern, ça se reproduit aujourd'hui. Bon, alors, j'ai constaté qu'à travers différentes citations de grands maîtres qui nous ont précédés, Jacques Gernet, Édouard Chavannes, qu'en fait, nos prédécesseurs sont venus à la même conclusion. Je ne sais pas s'ils en ont tiré les mêmes conclusions, mais donc à la page 157, Gernet dit la même chose, et Édouard Chavannes à la page 271. À la page 236, il parle des fonctionnaires, et ça c'est basé aussi sur le travail de Jean Lévy, qui sont des agents de culte. Et le père de famille, comme à Rome, il est prêtre, n'est-ce pas? C'est lui qui effectue les sacrifices aux ancêtres.
Donc à tous les niveaux de la société chinoise, on trouve cette imbrication totale, cette fusion totale du religieux et du politique. Et puis à la page 149, il ajoute que le vrai pouvoir religieux donc, est aux mains de l'empereur, aux mains du Fils du ciel. Et donc je pense qu'on ne peut pas faire autrement que de souscrire à ce point de vue. Dans une note à la page 325, il note l'indépendance du clergé déclarée, affirmée par le pape Grégoire VII. Donc pour voir depuis Samuel puis rendre à César ce qui est à César. Donc, en filigrane, on peut trouver ce thème de l'opposition entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique dans toute l'histoire de l'Occident. J'ajoute quelque chose sur lequel M. Dubois-Leprisque ne parle pas. Je pense que sa présentation du bouddhisme est très, très lacunaire. Et notamment, il n'évoque pas le fait que c'est bien avant l'arrivée du christianisme en Chine que cette menace du pouvoir politico-religieux a eu lieu. Parce que le bouddhisme arrive en Chine, et c'est très très curieux. À cette époque, justement, la Chine est divisée entre les États qui se succèdent tous les 50 ans, barbares, donc venus du nord, dans le nord de la Chine, et la Chine des Han, comme on les appelle aujourd'hui, on ne les appelle pas comme ça à l'époque, évidemment, mais enfin bon, donc les Chinois, dans le sud, donc les dynasties du sud, on dit en chinois. Et donc, en fait, c'est dans la Chine du sud, donc la Chine chinoise, qu'il y a eu de grands débats, justement, sur la question de savoir si les moines devaient ou non se mettre à genoux, faire le keto devant le Fils du ciel. Et leur conclusion, basée sur les textes bouddhiques, c'était que non, il ne fallait pas. Et pourquoi? Parce que le bouddhisme évidemment vient de l'Inde, et c'est là où le rapport entre la religion qui est aux mains des brahmanes, mais après avec le Bouddha aussi, donc dans le bouddhisme indien, et que la fonction du pouvoir politique, c'est de Rupa, c'est-à-dire de protéger la loi. Et donc le grand empereur indien bouddhique, Ashoka, c'est comme ça qu'il se voyait en tant que patron de l'église bouddhique et protecteur de l'église bouddhique. Et c'est donc avec cette culture-là que les bouddhistes arrivent en Chine, et donc le débat. Et donc l'élite éduquée dans le sud de la Chine, il conclut qu'effectivement, il ne faut pas. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est dans le nord, sous les barbares, qu'un moine, un beau jour, s'incline devant le Fils du ciel. Et les autres moines disent, mais qu'est-ce que vous faites? C'est contraire à notre religion. Et sa réponse était, je ne m'incline pas devant le Fils du ciel, mais devant le Bouddha vivant. Le Bouddha est fort, vivant. Et donc, en fait, et c'est ça qui va l'emporter, dès que la Chine est réunifiée en 589 par les Sui et puis par les Tang, c'est ça qui va l'emporter. Donc, les moines aussi bouddhiques devaient aussi s'agenouiller, faire le keto devant le Fils du ciel. C'est-à-dire que le bouddhisme donc, a donné une deuxième fonction, titre religieux, Fils du ciel, mais maintenant Bouddha vivant aussi. Voilà, donc il aurait fallu que cela soit mis en avant. Bon. En fait, je l'ai évoqué tout à l'heure en parlant de créateur contre créature, qu'il y a en fait un dualisme ontologique qui caractérise nos traditions qui s'enracinent donc dans la Bible. Il y a un même dualisme ontologique en Inde. Je pense pour ma part que ce n'est pas sans lien avec le fait que nos systèmes d'écriture soient à caractère alphabétique et que l'écriture chinoise est idéographique, c'est-à-dire visuelle et pas auditive, mais ça c'était notre problème. En tout cas, le monisme l'a emporté, tout le monde a
en mémoire, on peut imaginer cette image du Tao, n'est-ce pas, comme un grand rond avec les yin et les yang, et qui font constamment, ça tourne comme les saisons. Bon, voilà l'expression justement de ce monisme chinois qui contraste fortement avec le dualisme très différent, hébraïque, et le dualisme grec, surtout platonicien, qui a eu un si grand impact sur la théologie chrétienne. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais ce monisme, il évoque à la page 263, lorsqu'il parle du cauchemar de la totalité inclusive. Et ma façon de l'exprimer, depuis assez longtemps, c'est que, bon, quand j'étais adolescent, moi je lisais Martin Buber, qui donc parle de Dieu comme le tout autre, et que donc cette notion de tout autre est quelque chose qui est justement très ancré aussi dans notre tradition judéo-chrétienne. Et bon, je dois dire, anecdote personnelle, un beau jour je me suis réveillé en Chine, je dis, j'ai deux tout autres dans ma vie, l'une c'est la Chine et l'autre c'est ma femme. Et voilà, à ce niveau horizontal, n'est-ce pas? Il y a le niveau vertical aussi, mais bon. Donc, le cauchemar de la totalité inclusive, c'est un monde, en fin de compte, sans autre. Sans autre. Et surtout sans autre avec un A majuscule. Bon, moi j'aimais bien Lacan quand j'étais à Harvard, c'est ce que je lisais pour me soulager, pas Star Trek ou je sais pas quoi. Mais avec sa fameuse Z, n'est-ce pas, la difficulté du dialogue entre chacun, ce dialogue qui doit passer en pointillé entre mon image de moi-même et l'autre image qu'il a de lui-même, c'est-à-dire passer par le petit moi de chacun. Bon, la difficulté du véritable dialogue. Mais tout cela s'enracine dans cette vision d'un monde dans lequel le langage est au cœur évidemment de la culture et que le dialogue et sa possibilité est quelque chose qui pose problème ou ne pose pas problème. Voilà. Alors, il y a un autre élément que lui, il évoque à propos de ce qu'il appelle, à partir de, je ne me rappelle plus quel auteur, mais à partir de la page 22 déjà, la marque chrétienne, qui est l'égalité ontologique des personnes. Et que cela est évidemment inscrit, donc justement dans cette vision d'un créateur qui crée tous les êtres humains, n'est-ce pas, toutes les créatures en fin de compte, mais on le trouve aussi dans le bouddhisme. D'ailleurs, le mot pour égalité, Shinran, est en fait un terme dogmatique qui vient du bouddhisme. Donc, j'aimais dire justement mes étudiants à l'université chinoise, qui étaient en majorité de la Chine continentale, que, à mon sens, la démocratie viendra un jour en Chine, parce que je ne suis pas marxiste, mais je pense que l'histoire a un sens, et on voit à travers l'histoire chinoise, comme à travers notre histoire, que la place du peuple joue toujours un rôle grandissant. C'est pas pour rien qu'il s'appelle donc la République populaire. Bon, et bon, on peut penser ce que l'on veut de son aspect populaire. Moi, je sais ce que j'en pense, mais ça, c'est autre chose. En tout cas, il est évident que s'il n'y a pas au départ, or, le système confucéen est un système hiérarchique. N'est-ce pas? Et tu as évoqué dans la violence contre les femmes, il n'y a pas de système plus patriarcal et je dirais plus masochiste, Tananjui, comme ils disent, que le système chinois. Et donc, ce que je disais aussi souvent à mes étudiants, c'est qu'il y a un monisme ontologique, mais qui va de pair avec un dualisme sociologique et du genre. Bon. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je voudrais maintenant quelques minutes m'adresser à la question centrale, la question du sacrifice. Alors, vous le savez, on est ici, je viens de l'apprendre, l'Institut Thomas More
entre autres, comme mission d'explorer des thèses de René Girard. C'est une thèse qui, pour moi, a sa place. C'est évident que le bouc émissaire joue un rôle dans toutes les sociétés et qu'il est très vivant en Chine. Mais quelquefois, j'ai l'impression de lire un témoin à charge. Lorsque je lis ce livre, il ne cesse de rappeler l'histoire de Tang qui s'est exposé pour que la pluie tombe, eu le grand qui est hémiplégique, et bon, je ne sais pas combien de références il y a à ce mythe ancien, mais c'est vraiment le thème qui revient tout le temps. Or, je pense que c'est un peu réductionniste pour comprendre le sacrifice. Le sacrifice, je pense souvent à une phrase ou un paragraphe de Lévi-Strauss, je crois que c'est dans c'est un de ses recueils d'écrits, dans lequel il dit que lui, grand spécialiste justement des mythologiques, n'est-ce pas, ne veut pas aborder le rituel et surtout pas le sacrifice, parce que comment peux-tu comprendre un système dans lequel on peut remplacer un bœuf par une courge? Eh bien, ce qu'il n'a pas compris, c'est que c'est le fondement du sacrifice, c'est le substitut. Et pour moi, l'origine de cette notion de substitution, c'est notre langage. Le fait qu'on remplace les choses par les mots. Et c'est ce qui fait la possibilité d'être là et de se parler et de vaguement de se comprendre, d'envisager même le problématique des dialogues, etc. Donc, la nature du sacrifice, c'est en premier lieu, et pourquoi on le trouve partout? Parce qu'il y a partout la notion de substitut. Il y a même un terme pour ça dans la religion chinoise, c'est Qishen. Et très souvent, justement, on va faire un corps de substitut pour transférer la maladie sur ce corps de substitut. Bon, on peut parler de bouc émissaire, mais enfin, c'est en plomb ou en papier mâché. Bon, il n'y a pas de sacrifice sanglant. Il y a peut-être de la violence, mais qui est portée justement sur ces représentants du malade. Donc, on transfère la maladie vers... bon. Mais je voudrais aller plus loin dans la réflexion sur ce qui constitue nos sociétés et dire, et je pense que pour moi, ça vient de mes origines calvinistes aussi, l'idée qu'en fait, tout être humain est religieux. C'est-à-dire souscrit des valeurs qui sont, auxquelles il est attaché et qu'il cherche tant bien que mal à mettre en pratique dans sa vie. Donc, pour moi, pourquoi c'est religieux? Eh bien, parce que ça n'a rien à voir avec la science. Et la science est absolument inutile pour nous donner nos valeurs. C'est pourquoi, justement, même quand les experts nous ont tous assommés avec tel ou tel discours, on peut garder nos intuitions personnelles, nos croyances personnelles, parce qu'on est attaché viscéralement, subjectivement, et cela est vrai, me semble-t-il, de tout être humain, sauf qu'ils sont devenus complètement cyniques ou suicidaires. Et donc, ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça que je dis que les idées de Girard, pour moi, sont très réductionnistes, c'est que chaque société s'investit dans des valeurs qu'il essaie de mettre en pratique. On a vu ça avec le néolibéralisme depuis Reagan Thatcher et qui remonte à Hayek, n'est-ce pas? Et là aussi, on peut interroger notre monde. Le contrôle dont il parle vers la fin de son livre sur le crédit social, qui est évidemment quelque chose d'absolument effrayant, mais il faut savoir aussi que ce même type d'observation et de contrôle s'applique à beaucoup d'ouvriers, aux États-Unis en particulier, mais aussi en France. C'est-à-dire le capitalisme
aussi trouvent ces moyens de contrôle qui sont des moyens technologiques, usage donc de l'intelligence artificielle. Je ne renvoie pas dos à dos, mais il faut quand même réfléchir sur les mêmes phénomènes que l'on peut trouver chez nous. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, il évoque à 268 et après, sur la manière dont la Chine continentale envoie, et c'est beaucoup dans les journaux ces temps-ci, ils ont des espions, ou les policiers, les gendarmes, n'est-ce pas, qui font la chasse aux opposants du régime. Évidemment, il n'y a pas que. Hein. Il y a Erdogan, il y a les États-Unis qui pratiquent ça depuis longtemps, et y compris l'assassinat politique, je pense à Yendi et bien d'autres, bien sûr. Bon. Donc, il ne faut pas aller trop vite en besogne pour accuser l'autre. D'ailleurs, je trouve que dans son discours sur le Covid, qui ne cesse de revenir, il ne cesse de laisser planer le doute sur ce célèbre laboratoire en Wuhan. Personnellement, tout ce que j'ai lu sur le sujet indique que c'est peu probable que ce soit sorti de ce laboratoire. Qui dit à plusieurs reprises a été financé par les États-Unis, il a oublié Raffarin. Bon, ce qui est drôle, en fin de compte, dans son discours sur le Covid, c'est qu'il les accuse. Il en fait le bouc émissaire, justement, de cette épidémie. Il faut dire qu'un peu plus de transparence au tout début aurait fait plus pour contrôler cette épidémie et peut-être même pour empêcher que ça devienne mondial. Bon. Dernière chose, c'est les traités illégaux du 19e siècle. Je voudrais simplement vous dire, il ne l'évoque pas, mais ce qui est drôle, c'est que ce n'est pas du tout la première fois dans l'histoire chinoise qu'il y a des traités de cette nature. Les plus célèbres sont de l'époque Song. Les Song, dès son arrivée au pouvoir, ils étaient obligés, quelle horreur, n'est-ce pas, d'admettre qu'il y avait un deuxième fils du ciel, et que eux, ils étaient le petit frère du grand frère, qui c'était justement les barbares du Nord, d'abord les Liao et ensuite les Jin, et puis à l'ouest, il y avait le Shisha, et ils devaient donc, en fait, payer du tribut au fils du ciel, le frère aîné. Voilà, donc c'est pas les Occidentaux qui, pour une fois, sont coupables de tous les torts à cet égard. Ce sont les gens qui, grâce auxquels la Chine a la taille qu'il a aujourd'hui. Parce que si vous regardez les frontières de l'époque Ming, ils ont presque exactement les mêmes frontières que l'époque Han, sauf qu'ils ont rajouté le Fujian, c'est-à-dire les 18 provinces traditionnelles. Et évidemment, donc, la Mongolie, la Mandchourie, le Tibet, le Xinjiang, tout cela ne faisait pas partie de l'Empire d'ailleurs. Et là aussi, il faut se souvenir aussi que la première chose que les Chinois ont fait, les Han donc, en 1911, après la Révolution, c'était de couper leur queue. Voilà. Merci beaucoup, John. J'aurais pas de questions, mais au regard du temps déjà dépassé, je préfère laisser la parole à l'Assemblée pour une de questions éventuellement. Oui, madame. Oui, on parle souvent de, je ne sais pas si c'est une menace ou si c'est un projet des gouvernements chinois de réécrire la Bible. Qu'en savez-vous? Ouais. Moi, je pense que tout le monde a vu la même chose, l'histoire de la femme adultère que Jésus renvoie, devant personne n'a jeté une pierre, moi non plus, et qu'ils l'ont réécrit, paraît-il, pour dire que c'est lui qui lapide la femme adultère. Bon, je ne pense pas que ça aura beaucoup de succès, disons. Voilà. Donc, il paraît qu'il y a ce projet. Mais vous savez, Mencius, qui était l'un des 4 livres mis en avant par le néoconfucianisme de l'époque Song, le fondateur des Ming, a enlevé, je ne me souviens plus, mais je crois que c'est 85 références qui ne donnaient pas assez de pouvoir. Justement, c'est Mencius qui parle justement d'une sorte de démocratie du peuple qui coule vers les vallées comme l'eau, n'est-ce pas, de la montagne,
et coule vers le Fils du ciel, enfin le prétendant qui fait le plus pour le bien-être du peuple. Et donc il y a toutes sortes de références un peu, bon, qui pourraient fonder une démocratie. D'ailleurs, il faut bien le dire que Mo Zung-san et d'autres ont écrit et signé un manifeste qui est apparu à Hong Kong en 1958, disant que le confucianisme, compris dans son sens réel, profond, est incompatible avec l'autocratie, sans parler de la dictature, et que donc préconisait un avenir démocratique pour la Chine. Donc le fondateur des Ming, qui a tué je ne sais pas combien de fonctionnaires, 50 000, enfin, chiffre invraisemblable. Et donc, il a enlevé quelques 85 références dans ce livre qui était le fondement de leur orthodoxie de l'époque Ming. C'est ça qui est drôle. Évidemment, ça n'a pas réussi. Bon. Et il y a une phrase que j'ai entendue très très souvent dans les villages et dans les... C'est « Zheng fu you zheng se, di fang you dui se », c'est-à-dire que le gouvernement a sa politique et les localités, ils ont leur façon de la contourner. Hein. Ça c'est une paraphrase, mais c'est mieux en chinois. Mais, et c'est vraiment très exact. Hein. Et il y a une très très grande autonomie. Il y avait une très grande autonomie des villages et même des provinces en Chine avant l'avènement de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, tu vas en parler cet après-midi. Je ne serai peut-être pas là pour ton présentation, mais je l'ai parcouru hier soir. Et effectivement, Xi Jinping a mis en avant dès son arrivée au pouvoir la tradition du Fajar. Mais en fait, la tradition d'Égypte a toujours été la seule véritable tradition de gouvernement, de théorisation du pouvoir politique qui n'a jamais eu cours en Chine. Mais il y a des gens comme Zhuangzi, n'est-ce pas, pour lesquels le Tao se trouve partout. Hein, et donc il y a des fondements possibles dans la tradition chinoise, aussi bien consciente du côté de Mencius que taoïste, de Zhuangzi, que bouddhiste, donc par sa notion de... pour une future démocratie en Chine. Et moi, personnellement, je crois que l'avenir du monde n'est pas celle qu'il entrevoit à la fin de son livre et qui nous fait dresser les cheveux sur la tête, mais l'avenir est à la démocratie, si d'ailleurs, entre-temps, c'est sauvegardé en Europe et aux États-Unis, c'est une question aussi qui est ouverte aujourd'hui, mais bon, voilà. Merci infiniment, John. Jean-Thomas,